Alors, ok, donc nous allons pouvoir commencer le cours. Cette fois-ci, un bon départ. Donc voilà, donc nous en étions à réfléchir sur la manière dont on analyse, on théorise en fait les évolutions de la consommation des ménages. Et nous avons vu donc que chez Keynes, la question se posait de savoir comment la consommation varie en fonction des revenus. Et on a vu que chez Keynes, finalement, la manière dont on organise l'évolution dont on théorise l'évolution de la consommation par rapport aux revenus, c'est de considérer qu'il existe une consommation incompressible, c'est zéro, et une consommation qui elle est dépendante des revenus, donc petit c grand y, et que cette consommation, eh bien, elle va concrètement être déterminé par donc les revenus, mais que le petit c, donc ce qu'on appelle le coefficient directeur d'une fonction affine, eh bien il est inférieur à 1, donc la pente est inférieure à 45 degrés. Hein, donc c'est comme ça qu'on arrivait à voir ce schéma ici, hein, je vous le remets très vite, où on a une pente ici qui est inférieure à 45 degrés, inférieure en tout cas à la pente c égale y. Voilà, donc je vois que nous avons des auditeurs parce que je vérifie que tout le monde se connecte. Euh, et donc, euh, et donc nous avons vu enfin que ça signifie une chose très concrète, c'est que lorsque les revenus sont faibles ou diminuent, alors la consommation a tendance à augmenter en proportion du revenu. Hein, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Elle diminue bien sûr en valeur absolue, mais en proportion du revenu, elle augmente. Et à l'inversement, lorsque les revenus sont élevés ou tendent à augmenter, les ménages consomment une part de plus en plus faible de leurs revenus. Et donc la propension moyenne à consommer diminue. D'ailleurs, j'ai dit une bêtise hier, hein, parce que j'ai revu la vidéo un petit peu, quand j'ai dit que lorsqu'on consomme tout son revenu PMC égale 0, non, PMC égale 1. Hein, voilà, ça m'arrive de faire des erreurs, il faut vous corriger. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que se passe-t-il lorsque l'ensemble de la société s'enrichit? Ça, j'avais peut-être pas assez insisté sur cette question. Quand l'ensemble de la société s'enrichit, d'après Keynes, on pourrait considérer que, d'ailleurs c'est ce qu'il dit, hein, ce qu'il écrit, on pourrait considérer que la propension moyenne à consommer va baisser, que dans une société plus riche, globalement, la propension moyenne à consommer baisse, puisqu'on va consacrer davantage d'argent à l'épargne. Et en fait, ce n'est pas ce qu'on constate. Hein. Souvenez-vous le tableau que je vous ai présenté, on a une consommation une proportion moyenne à consommer qui est toujours à peu près de 0,85. Et même si on devait regarder dans les années 60, on verrait que sans doute que les gens consommaient moins et avaient épargné davantage. Donc malgré l'enrichissement de la consommation, l'enrichissement pardon de la société française, la consommation est restée stable, voire bizarrement a augmenté. Ce qui veut dire que l'analyse de Keynes, elle est vraie, mais elle est vraie à court terme. C'est-à-dire quand on a une forte variation de revenus, par exemple forte croissance des revenus des ménages, globalement on va voir qu'effectivement que toute cette croissance du revenu ne va pas entraîner une croissance de la consommation proportionnelle, elle va être un peu plus faible, ce qui veut dire que l'épargne va augmenter. Mais ça c'est vrai à court terme. Sur du long terme, eh bien les gens au bout d'un moment vont s'habituer à avoir des revenus élevés et ils vont consacrer une part identique à la consommation. Voilà, donc sur longue période, on est toujours à 0,85 en France globalement. Et l'autre dernière chose que je voulais dire, c'est que ça c'est quand on regarde la société dans son ensemble, mais quand on regarde les individus, et ça c'est vrai, les classes les plus pauvres ont en général une propension à consommer supérieure aux classes les plus riches, c'est-à-dire qu'ils vont consacrer une part plus importante de leurs revenus à la consommation. Et ça permet de justifier, par exemple, qu'une politique de relance peut être faite, c'est-à-dire on veut relancer l'activité, par les transferts des riches vers les pauvres. Puisque les riches vont épargner une part plus importante de leurs revenus. Donc si on enlève des revenus et qu'on les donne aux pauvres, eh bien ceux-ci vont davantage consommer. Alors bien sûr, jusqu'à ce qu'ils deviennent riches eux-mêmes, hein, mais en général, la redistribution ne change pas trop la hiérarchie des salaires et des revenus dans une société. Bon, la théorie de Keynes, c'est pas la seule théorie qui existe. On a d'autres théories qui vont réfléchir sur les évolutions de la consommation des ménages. Et on a une théorie qui est un peu liée, on va dire, à celle de Keynes, qui est ce qu'on appelle la théorie du revenu relatif. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, les gens, ils ont en quelque sorte un type de revenu dans la tête
Ils ont un type de consommation qu'ils font d'habitude, qui correspond en fait à ce qui est nécessaire par rapport à leurs revenus, et ils vont avoir tendance à mettre du temps à s'ajuster. Ça veut dire qu'en fait, la consommation d'aujourd'hui, elle dépend en partie, c'est vrai, des revenus d'aujourd'hui, mais elle dépend aussi beaucoup des revenus d'hier et d'avant-hier. Concrètement, les gens mettent du temps à s'adapter à un changement de revenus. Alors, ça veut dire que, par exemple, quand une personne s'enrichit soudainement, elle va avoir du mal à se dire bah tiens, faut que j'aille au resto tous les jours, il faut que j'augmente mon niveau de consommation. Elle va au départ plutôt avoir tendance à garder ses habitudes de consommation de quand elle était pauvre. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Bah forcément, il va y avoir une énorme épargne qui va apparaître. Et puis quand cette épargne va finir par arriver, enfin par lui dire bah, qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent? Là, la personne qui s'est soudainement enrichie va tout d'un coup se dire bah tiens, peut-être qu'il faudrait que je consomme davantage. Et donc là, elle va davantage s'orienter vers des produits de luxe. De la même façon, quand on est habitué à un bon niveau de vie et que tout d'un coup on est licencié, on est au chômage, il est parfois très difficile de réduire sa consommation. Et là aussi, parfois, on avait vécu longtemps quand on était étudiant avec 500 euros par mois. Bon, on a l'habitude de salarié, on gagne 2000 euros. Tout d'un coup, si on passe à 1500, alors là on peut plus vivre, alors qu'on pouvait vivre avant à 500 euros. Ça, c'est des effets aussi qu'on revoit très certainement, très souvent. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que là aussi, finalement, quand on veut comprendre les changements de revenus de l'ensemble de la population, peut-être parfois la meilleure manière de le comprendre, c'est de s'intéresser aux revenus de la période précédente. Et c'est ce qu'on appelle la théorie du revenu relatif. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que il est vrai que du coup, on va avoir des effets d'amortissement, c'est-à-dire que la consommation va un peu amortir les changements de revenus de la population. Alors, un exemple, par exemple, c'est lorsqu'on a une crise économique, les revenus de tout le monde vont baisser, mais les consommations ne vont pas beaucoup baisser, elles vont baisser un peu moins. Et donc, que va-t-il se passer? Ben, la proportion moyenne à consommer va augmenter. Et cette proportion moyenne à consommer va augmentant, et bien les gens vont, du coup, ça va amortir l'échec, ça veut dire que ça va redonner des commandes aux entreprises, et ça va donc permettre de permettre la relance. Alors, parfois il y a cet effet-là qui existe, mais parfois il y a aussi l'effet épargne de sécurité, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, donc c'est moyennement vrai. Enfin, ça peut être vrai dans certaines occasions, mais ça peut être totalement faux. Par exemple, au moment d'une crise, les gens ont peur de tomber au chômage. Donc là, cette fois-ci, ils vont plutôt choisir d'épargner davantage. Donc, cette théorie, elle peut s'expliquer parfois quand on regarde des évolutions de revenus qui n'entraînent pas forcément une hausse de l'angoisse des gens. Et dans ce cas-là, oui, elle va être vérifiée. Par contre, elle peut être compensée ou même ne plus tout exister quand on a une crise économique, les gens se trouvent dans une situation d'incertitude. Et donc là, ils vont réduire davantage leur consommation. Notamment d'ailleurs, l'une des manières les plus simples de réduire sa consommation quand on a ces revenus qui baissent, ou même ces revenus qui baissent pas, mais on a peur qu'ils baissent, c'est on va y venir tout à l'heure, enfin notamment dans un TD, dans le TD 6 je crois, c'est de diminuer sa consommation de produits durables. Hein, les produits durables, c'est typiquement la première chose qu'on va arrêter d'acheter lorsque on est dans une situation d'incertitude. Parce qu'on peut reporter facilement les achats. Ah, je parle ici d'automobiles, d'électroménager, un nouveau frigo, un nouveau voilà, une nouvelle voiture, ou changer son système de chauffage. Enfin, toutes ces choses-là qui sont des achats onéreux, mais qui en fait sont souvent repoussables à une période ultérieure. Donc quand tout le monde a l'impression que attention, il peut se passer quelque chose, on risque de perdre de l'argent ou d'être au chômage, et ils vont reporter ces achats de produits durables. C'est la raison pour laquelle l'industrie automobile est toujours la première victime des crises. Hein. Et là d'ailleurs c'est encore le cas ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire que la crise du Covid fait que les gens ils sentent pas forcément d'acheter de voiture. Donc les constructeurs automobiles, bah, ils ont tous ensemble du mal à vendre en ce moment. Alors une autre théorie qui était beaucoup plus intéressante de mon point de vue, et là aussi qu'on va
pouvoir vérifier dans certains pays, qui est ce qu'on appelle la théorie du cycle de vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les habitudes de consommation des ménages sont pas simplement liées à des questions économiques. Est-ce que les revenus augmentent ou baissent? Mais elles peuvent être liées à des questions démographiques ou sociologiques. Alors concrètement, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que les individus n'ont pas les mêmes besoins de consommation en fonction, par exemple, de leur âge. C'est ça l'idée du cycle de vie. À différents âges, on a différents besoins. Par exemple, on va beaucoup consommer au moment où on est étudiant, par exemple, où on commence à travailler, où on fonde une famille, donc j'ai envie de dire entre 20 et 40 ans. On va avoir un moment de sa vie où on va quelque part privilégier la consommation plutôt que l'épargne. Quand on a des enfants ou des jeunes enfants, j'ai envie de dire même jusqu'à 50 ans, on a un peu de mal à épargner parce que quelque part une grande partie de ces ressources doivent être consacrées à l'entretien des enfants, le fait que quand on commence à être une famille plus nombreuse, eh bien on a aussi beaucoup plus de besoins. La consommation va tendance à augmenter. On va aussi s'équiper, on va acheter une maison par exemple, donc ça va falloir qu'on s'équipe, qu'on achète des meubles et tout ça. Voilà, donc la consommation va avoir tendance à être élevée au moment, on va dire, des classes actives et qui commencent à avoir une famille, à acheter une maison, etc. Puis après les 50 ans, de 50 à 70 ans, on va dire, très souvent, on va se mettre à épargner. Alors pourquoi on va se mettre à épargner? Parce que déjà, on a moins de besoins de consommation, puisque les enfants sont grands, ils sont partis, on arrête de les financer, ils travaillent. Deuxièmement, pareil, on a acheté notre maison, donc on n'a plus besoin forcément de l'équiper, de la meubler. Et puis aussi, on a un besoin d'épargne parce qu'on se dit qu'après 70 ans, on risque d'avoir, déjà on sera à la retraite, donc les revenus vont faiblir, on aura peut-être des dépenses supplémentaires à faire à cause du fait qu'on est plus âgé, si on doit être dépendant. Là, on va commencer à se retrouver dans une situation où on épargne beaucoup. Et d'ailleurs, quand on regarde, et c'est vrai que les gens qui épargnent le plus sont les personnes qui ont entre 50 et 70 ans. L'autre raison d'ailleurs pour laquelle on va plus épargner à cet âge-là, c'est qu'en général, on a des revenus plus élevés. C'est qu'à 20 ans, les premiers emplois qu'on a, c'est des emplois qui sont peu rémunérés ou moins bien rémunérés. Et puis globalement, on va faire carrière, on va trouver des meilleurs emplois, mieux rémunérés. Et en général, à 50 ans, on se retrouve souvent avec des emplois un peu mieux rémunérés qu'à 20 ans. Donc non seulement on a plus de revenus, donc on peut plus épargner, mais en plus on a moins besoin de consommer, donc on se retrouve à pouvoir très souvent épargner davantage. Voilà, donc les jeunes actifs s'endettent, financent leurs études aussi, ils achètent une maison, etc. Ils ont des enfants. En vieillissant, ils doivent faire face au problème de la retraite. Et puis enfin, quand ils sont à la retraite et un peu âgés, là ils vont parfois réépargner. À moins qu'ils veuillent absolument laisser beaucoup d'argent à leurs enfants, mais très souvent, on peut penser que des personnes passées 70 ans, si elles ont accumulé déjà une épargne suffisante, eh bien, elles vont arrêter d'épargner, et puis elles vont davantage dépenser. Donc en fait, ce qui est intéressant aussi dans cette théorie, c'est que ça permet aussi de comprendre pourquoi est-ce que d'un pays à l'autre, on n'a pas les mêmes niveaux de consommation et d'épargne. Par exemple, quand on regarde en Europe, on s'aperçoit qu'en Allemagne, on a énormément d'épargne, on a en fait assez peu de consommation, de dépenses de consommation. Alors ce qui va expliquer, vous le verrez dans le chapitre 7, et notez ça maintenant, puis vous verrez dans le chapitre 7 quand on en parlera, ça va expliquer pourquoi est-ce que l'Allemagne se trouve très souvent en excédent de la balance des paiements. Parce qu'elle dégage beaucoup d'épargne, et dégageant beaucoup d'épargne, elle consomme moins, donc elle importe moins. Donc on se retrouve avec des excédents extérieurs, très importants. À l'inverse, en France, on a une démographie. Donc l'Allemagne, pourquoi elle est en cette situation-là? Parce qu'en Allemagne, il y a beaucoup de gens qui ont entre 50 et 70 ans. Il y a peu de jeunes, il n'y a pas tant de personnes très âgées non plus. On a eu un baby boom en Allemagne comme dans d'autres pays, mais qui s'est très vite arrêté dans les années 70. Donc on a beaucoup de gens qui sont nés dans les années 50, 60, et qui donc aujourd'hui, ils ont 50, 60 ans et 70. Et donc c'est un âge où globalement on épargne beaucoup. Et donc quand on compare la structure démographique de l'Allemagne avec celle de la France, on va voir que les Allemands, ils ont
davantage d'épargne parce qu'ils ont davantage de personnes entre 50 et 70 ans comparé à leur population que la France. La France, c'est l'un des pays d'Europe avec la démographie la plus forte, donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'une part, on a plus de jeunes, donc forcément, et depuis longtemps, donc forcément plus de gens qui vont devoir besoin de consommer. Puis il y a aussi l'autre aspect des choses qu'il faut voir, c'est quand on est des parents et qu'on a trois enfants, on va se retrouver à consommer davantage que quand on est parent et qu'on a un seul enfant. Donc là aussi, le nombre d'enfants par femme va déterminer aussi les besoins en consommation. Et donc ça va expliquer, par exemple, pour la France, eh bien, là aussi qu'on va se retrouver donc avec une balance des paiements déficitaire, c'est-à-dire que globalement la France va beaucoup importer davantage qu'elle ne va exporter, parce qu'elle va davantage consommer. Et donc on va se retrouver, quand on compare la France et l'Allemagne, on dit, bah, regardez en Allemagne, il y a euh, comment dire, une balance commerciale excédentaire. Donc, quelque part, c'est que les pays est très performant d'un point de vue industriel, alors qu'à France, regardez, on importe tout de l'étranger, donc on n'est pas performant. On oublie parfois de dire que peut-être que derrière ces balances commerciales qui sont effectivement pour les unes excédentaires en Allemagne et pour les autres déficitaires, on oublie de se dire que peut-être que derrière tout cela, eh bien, il y a des effets démographiques et que si finalement les Français importent beaucoup et consomment davantage, c'est peut-être parce qu'ils font plus d'enfants. Donc ça c'est très intéressant et ça évite aussi de toujours se focaliser sur les performances ou le déclin français ou les performances allemandes. Peut-être qu'un pays qui fait plus d'enfants est un pays qui a plus d'avenir que simplement un pays qui dégage des excédents commerciaux. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Alors, pour terminer ce chapitre consacré à la consommation, vous noterez d'ailleurs que j'ai mis le chapitre 5. Alors, je ne l'ai pas, peut-être pas encore totalement révisé, donc chapitre suivant, donc on va pouvoir, vous allez pouvoir continuer de lire le chapitre 5 en même temps. J'ai aussi remis le chapitre 3 avec les questions de cours, qu'on va voir aussi derrière ici pour les questions, chapitre 4. Voilà, donc normalement je suis à jour sur Moodle. Alors, cinquième et dernière partie de ce chapitre 4. Alors, c'est une étude de l'INSEE qui date un peu maintenant, qui est de 2009. Alors, je vais peut-être essayer de voir si elle a été remise à jour, mais bon, qu'elle soit de 2009 n'est pas finalement si embêtant parce qu'on regarde le temps long ici. Et donc, c'est une réflexion sur les modes de consommation des Français depuis 1960 jusqu'à 2007, je sais pas, ça doit être à peu près ça, 2007 ou 2008. Et donc, ça permet de comprendre comment les comportements des consommateurs français ont évolué dans le temps. Alors, vous voyez, dans ce schéma, eh bien, on va chercher à montrer le volume d'abord de consommation, en mettant ici, vous voyez, sur ce schéma, le taux d'épargne. Donc le taux d'épargne, bah, c'est l'inverse de la consommation. Et là aussi, vous voyez ce que je vous disais, dans les années 60, les ménages français avaient tendance à épargner, vous voyez, c'est quasiment 20% de leurs revenus, voire on a même dépassé, dans les années 75 ici, 20% des revenus, donc un taux d'épargne très élevé. Et ce taux d'épargne, il a baissé. Il a ensuite un peu remonté et aujourd'hui, hein, comme vous le voyez, bah, il se situe aux alentours de 15%, ce qui veut dire qu'on consomme l'équivalent de 85% de son revenu en moyenne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il s'est passé quelque chose à ce moment-là, c'est-à-dire au début des années 80, il s'est passé vraiment un gros changement dans la société française, dans l'économie française, avec un effondrement de l'inflation. Un effondrement aussi du pouvoir d'achat des ménages. Tout cela a fait baisser le taux d'épargne. Souvenez-vous, hein, quand le pouvoir d'achat augmente peu, eh bien, on a tendance à avoir une consommation plus forte, hein, donc une épargne ici plus faible. Une chose qui permet de voir ici l'évolution de l'inflation, c'est cette courbe verte. Hein, cette courbe verte qui représente le déflateur de la consommation des ménages, c'est-à-dire ce qu'il faut, en gros, le niveau d'inflation par rapport à la consommation des ménages. Donc vous voyez qu'au début des années 80, on était au-dessus de 10% annuel d'inflation, et l'inflation a considérablement baissé entre 81, 82 et 85, et puis ensuite elle a même été parfois négative, hein, et globalement, voilà, elle reste
depuis très faible, hein, aux alentours de 2-3%. Et en fait, si on avait continué la courbe, on verrait qu'aujourd'hui, elle est entre à peu près à 1% par an, hein. On a rarement connu d'inflation aussi faible. Euh, alors ici, on a l'histogramme qui présente les dépenses de consommation, l'évolution des dépenses de consommation en volume. Donc là aussi, on voit, finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit comment est-ce que la consommation augmente chaque année. Et là, on voit que la consommation, elle avait tendance à augmenter bien davantage dans les années 60 que dans les années 2000. Pourquoi est-ce que ça ne se voit pas ici? Eh bien, ça ne se voit pas parce qu'on a une hausse de l'épargne, hein, vous voyez. Eh bien, en fait, ça ne se voit pas parce que les revenus eux-mêmes augmentaient encore davantage. Concrètement, que se passe-t-il ici? C'est que, vous voyez, par exemple, on a sur cette période une croissance de la consommation qui est aux alentours, hein, dans les années 60, entre 1960 et 1970, on va dire, avant la crise, le choc pétrolier. On a une croissance de la consommation des ménages qui est autour de 5%, voire parfois supérieure à 5% par an. Tous les ans, les ménages y consomment 5% de plus. C'est les 30 Glorieuses, c'est une époque où globalement les ménages français voient leur niveau de vie augmenter, et bien qu'ils consomment davantage, leur taux d'épargne augmente. Alors à quoi c'est dû? Eh bien c'est dû au fait que la consommation de ménage augmente de 5%, mais les revenus, eux, en moyenne, ils augmentent de plus de 5%, mettons de 6%, ce qui veut dire que forcément, les revenus augmentant plus vite que la consommation, eh bien le reste, le sol, c'est de l'épargne. Et là, on a aussi ici une raison, une explication sur cette augmentation du taux d'épargne. Eh bien, elle est simplement liée à la théorie du revenu relatif dont je vous ai parlé. C'est-à-dire que l'enrichissement soudain des gens, 6% par an, fait que les habitudes de consommation ne parviennent pas à suivre, et donc la consommation a beau beaucoup augmenter, elle ne parvient pas à rattraper la hausse des revenus, donc on se retrouve avec un taux d'épargne qui s'accroît. Et puis vous voyez, après, c'est l'inverse. On a un taux d'épargne qui s'effondre, ça veut dire une consommation qui augmente. Si cette consommation augmente, c'est parce que en fait, la consommation augmente, mais les revenus baissent, ou enfin, en tout cas, augmentent moins. Et comme ils augmentent moins, si on était sur 5% par an de croissance de la consommation et que les revenus passent de plus 6% par an à plus 4% par an, eh bien logiquement ça fait tomber le niveau d'épargne. Donc les ménages avaient l'habitude de consommer plus chaque année, mais leurs revenus finalement ils augmentent moins vite qu'auparavant. Donc forcément le taux de consommation il augmente et le taux d'épargne ici diminue. Donc en bleu, dernière courbe bleue, c'est le pouvoir d'achat du revenu disponible brut. Ça représente l'évolution, on va dire, du pouvoir d'achat des ménages, hein, en moyenne. Donc vous voyez une évolution ici qui croît, hein, de manière importante, et puis qui diminue ici en période de crise, et puis qui croît de manière moins importante depuis les années 2000. Donc après, finalement, le taux de consommation, il a tendance un peu à se stabiliser, puisque finalement, on a, à part cette période-là, période des années 80, où il se passe des choses, hein. On voit que l'évolution du pouvoir d'achat, il est même négatif, hein, dans certains moments, des ménages, donc la consommation. Hein, ce qu'on voit ici, c'est que la consommation, elle continue d'augmenter, alors que le pouvoir d'achat est négatif. Alors, les ménages français perdent de l'argent, mais ils continuent d'augmenter la consommation. Ce qui explique, vous voyez ici, la baisse de l'épargne. C'est-à-dire que du coup, on s'endette en quelque sorte. Hein. Donc là, on retrouve cette idée qu'on a aussi chez Keynes, que lorsque les revenus diminuent, les ménages, ils diminuent pas autant leur consommation, donc leur épargne diminue. Donc vous voyez, c'est intéressant. On retrouve des explications de ces variations de courbes par rapport aux théories que je viens de vous montrer. Si vous avez une question, vous les marquez, et puis je répondrai ensuite après la pause. Alors ensuite, donc là c'est, on va dire, un graphique qu'on a vu tout à l'heure, c'était le graphique qui montrait l'évolution globalement de la consommation, des quantités de consommation, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder qualitativement quel type de consommation augmente et quel type de consommation baisse. Alors là, on a ce tableau-là, le tableau 2, qui montre les différentes façons de consommer des ménages, l'alimentation, le logement, le transport, la santé, et qui montre à la fois l'évolution annuelle moyenne, donc par habitant, et la part dans le budget. Alors prenons par exemple la première ligne, l'alimentation. On voit que la part de l'alimentation dans la consommation des ménages ne cesse de baisser entre 1960 et 2007. Hein, on passe de 38%, ça correspondait à 1960, l'alimentation correspondait à 38%
de consommation des ménages. Donc c'était vraiment le secteur le plus important de la consommation des ménages. En 2007, on est à 25%, plus qu'un quart. Alors bien sûr, ça dépend des ménages. Concrètement, les ménages les plus pauvres sont les ménages dans lesquels la part de l'alimentation est plus importante. Et les ménages les plus riches sont ceux dans lesquels elle est les plus faibles. Et donc, logiquement, l'enrichissement global de la population française a entraîné une décroissance de la part de l'alimentation dans le budget des ménages. Mais par contre, et c'est ça que je vous avais dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire que l'alimentation est un bien inférieur. Parce qu'il n'y a pas eu de baisse des dépenses de consommation hors inflation. On a une évolution annuelle de plus 1,4%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque année, en moyenne, les ménages dépensent plus dans leur alimentation. Et là, c'est à prix constant, c'est marqué en volume. Donc en volume, ça veut dire sans prendre en compte les prix. Et donc, comment on arrive à cette baisse? Parce que globalement, 1,4%, la hausse moyenne par an du poste alimentaire des ménages est inférieure à la hausse moyenne de l'ensemble des dépenses de consommation, puisqu'on a une hausse moyenne de 2,5% dans la consommation des ménages. Donc ça veut dire que 1,4% étant plus petit que 2,5%, ça veut dire que la part de l'alimentaire dans le budget se réduit. Qu'est-ce qui a le plus augmenté? Là aussi, des biens donc liés à la santé, mais surtout communication loisirs. Donc on a ici deux postes extrêmement importants dans la consommation des ménages. Le poste santé et le poste communication qui vont avoir une croissance bien supérieure à la moyenne de la consommation. Ça veut dire qu'ils vont prendre une part de plus en plus importante dans le budget des ménages. On est passé effectivement, communication, loisirs et culture, en 1960, de 10% de la consommation des ménages. C'était très marginal, c'était pas marginal, c'était pas très important, jusqu'à aujourd'hui, en 2007. Aujourd'hui, ça serait encore plus, à mon avis. On était à 16%. C'est le pôle qui a le plus cru avec le pôle santé. Alors le pôle santé, ici il est très faible. Il est à 4%, 2%. C'est pas grand chose et c'est lié au fait que bien sûr la santé est prise en charge par les services publics. Donc le niveau de dépenses de consommation des ménages en matière de santé est faible. Si vous allez voir aux États-Unis, vous verrez un pôle extrêmement important. C'est plutôt de l'ordre de 15-20% du budget des ménages, la santé, que de 2-3% des ménages. Du pôle de consommation. Parce qu'aux États-Unis, la santé est beaucoup plus onéreuse. Qu'est-ce qu'on a aussi qui est assez remarquable? Donc l'habillement. Alors l'habillement, c'est très intéressant, cette ligne-là, où on voit que ça représentait 14%, 13%, 11%, donc ça a baissé. Mais ça a plus baissé après 75. Vous voyez, en 15 ans, on est passé de 14% à 13%, et ensuite, ça s'est beaucoup plus effondré. Ça baisse de 2 points à chaque fois, au lieu de 1 point. Alors ça, c'est lié, à mon avis, en grande partie aux délocalisations. Donc le poste habillement, il a baissé dans le panier de consommation moyen des ménages, après 75, plus rapidement qu'avant, parce que parce que les prix ont baissé, en fait, ou en tout cas ont augmenté moins vite qu'ailleurs. Et pourquoi ils ont augmenté moins vite? Parce que simplement parce que on a beaucoup plus importé et produit en Chine. Alors vous voyez, quand on regarde la variation des prix, on voit que l'habillement c'est 4,4%, c'est inférieur à la moyenne, et inférieur à l'alimentation, au logement. Donc on a ici un poste d'habillement dont les prix augmentent plus faiblement que la moyenne. Ce qui augmente aussi plus faiblement que la moyenne, c'est la santé, en termes de prix. Mais là, on peut considérer qu'ils sont rattrapés par un volume qui augmente davantage, le volume qui augmente le plus. Pareil pour la communication, loisirs et culture. Une chose qui a beaucoup diminué dans la communication, c'est bien sûr, là, c'est des questions technologiques aussi. Le prix de la communication téléphonique a beaucoup baissé aujourd'hui par rapport à ce qui était dans les années 60-70. Alors, on m'a posé une question. Quelqu'un n'a pas compris, alors pourtant je l'ai expliqué, mais je vais le redire simplement. Pourquoi le budget alimentaire baisse dans la part de la consommation des ménages? Simplement parce qu'il augmente moins vite que les autres. C'est celui qui augmente le moins, 1,4% d'augmentation annuelle, alors qu'en moyenne, la part de la consommation des ménages augmente de 2,5%. Donc l'écart entre ces deux chiffres démontre que forcément la part de l'alimentaire va baisser. En gros, le gâteau grossit
plus vite que la taille de la part. Donc on se retrouve avec une baisse de la part de l'alimentaire dans le budget des ménages, dans le budget consommation. Alors justement, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder les services. Qu'est-ce qui évolue? Alors là, c'est toujours pareil, dans la dépense de consommation des ménages, qu'est-ce qui change? Alors on voit qu'il y a beaucoup de droites assez droites en fait, hein. Et puis une droite qui va beaucoup baisser, c'est l'alimentation à domicile. Alors l'alimentation à domicile, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est justement pas les restaurants, c'est-à-dire tout ce qui est j'achète à manger et je le cuisine chez moi, et ça baisse, hein. C'est ça qui baisse le plus. Parce qu'on va faire plus de restaurants justement, où on va acheter plus de produits finis déjà prêts, hein, dans des restaurants ou ailleurs à emporter. Euh, et que globalement, on ne va pas manger davantage au fur et à mesure que ces revenus augmentent. Donc forcément, la croissance des dépenses d'alimentaire à domicile a tendance à être plus faible que la croissance des autres dépenses de consommation. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder les services. Alors les services, c'est là qu'on va retrouver le restaurant, par exemple, l'hôtellerie, le coiffeur, enfin tous les services. Mais quand on regarde tous les services en dehors du loyer, on s'aperçoit que ça augmente, on va dire, mais faiblement. Ce qui va le plus augmenter depuis 1959, c'est les services, y compris le loyer. Donc si on avait uniquement les loyers, on verrait que c'est ça qui va augmenter le plus, hein, parce que l'écart entre les deux représente en quelque sorte le loyer. Et l'écart entre les deux augmente beaucoup. Alors ça c'est intéressant aussi, parce que ça montre l'effet, là aussi, très important du loyer dans le budget des ménages, et un effet qui grandit. Les prix du logement sont de plus en plus chers, et si on avait continué après 2007, on aurait vu sans doute que la hausse continue, hein, dans la plupart des villes. Les loyers sont de plus en plus chers. Alors, qu'est-ce qui est intéressant aussi de regarder? La part des biens manufacturés qui tend à baisser. Alors ça aussi, alors elle baisse pas beaucoup, hein. Elle baisse pas vous voyez, jusque dans les années 70, fin des années 70, on n'a pas beaucoup baissé. On reste toujours un peu plus de 30%. Et puis tout d'un coup, là, ça commence à baisser. Alors là aussi, c'est lié à mon avis aux délocalisations. C'est comme pour l'habillement. On produit de moins en moins de biens manufacturés en France, on les produit à l'étranger, donc ils coûtent moins cher parce que les salaires sont plus faibles. Et donc finalement, eh bien ça pèse moins dans la consommation, non pas qu'on consomme moins de produits manufacturés, mais parce qu'on les achète moins cher. Dernière chose intéressante, c'est l'énergie. Alors là aussi, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le prix de l'énergie n'a pas beaucoup bougé, enfin il a augmenté, hein, l'énergie bien sûr a augmenté, mais comme les revenus ont augmenté au même niveau, eh bien la part de l'énergie dans la consommation reste à peu près identique, à l'exception d'un pic à la fin des années 70 jusqu'en 84, c'est lié au choc pétrolier, et puis ensuite ça va rebaisser, et là aussi, quand on dit l'essence est trop chère, etc., en fait c'est pas si vrai. Concrètement, aujourd'hui l'essence n'est pas beaucoup plus chère que dans les années 60, même si les taxes ont beaucoup augmenté, parce que globalement, le niveau de consommation des ménages a lui aussi beaucoup augmenté. Et donc s'il augmente autant que augmentent les prix de l'essence, eh bien on va se retrouver à dépenser la même proportion de ses consommations sous forme d'énergie. Et alors ça aussi, ça pose un problème aussi, hein, parce que si on veut économiser l'énergie, il ne faudrait pas que les prix de l'énergie soient aussi chers relativement à la consommation aujourd'hui que dans les années 60. Alors, je vais vous montrer un certain nombre de graphiques qui ici illustrent la part du budget alimentaire réservé la part du budget de la consommation réservée à l'alimentation à domicile et le niveau de PIB. Le niveau de PIB de 2005. Ce qui est intéressant ici, c'est deux choses. D'une part, on va voir en 2005 donc comment évolue la part des budgets consacrés à l'alimentaire par rapport aux revenus des ménages dans différents pays d'Europe. Roumanie, Royaume-Uni, Chypre, Malte, etc. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'évolution de la France au cours du temps. Alors, ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est qu'on voit la même corrélation, c'est-à-dire que globalement, et ça, je vous l'ai dit, c'est vraiment le truc le plus classique qui existe, plus un pays est riche, plus la part du budget consacré à l'alimentaire est faible. C'est-à-dire que l'Irlande, les Pays-Bas, l'Autriche
c'est les pays les plus riches d'Europe, c'est aussi les pays où la part de l'alimentaire est la plus faible. A l'inverse, la Roumanie, la Lituanie, la Pologne sont des pays dans lesquels la part de l'alimentaire est très élevée. Ce sont aussi des pays dans lesquels le PIB par habitant est plus faible. Euh, les, euh, la France s'est enrichie. La France 1960 est plus pauvre que la France 1970, que la France 1980, que la France 1990, etc. Donc on a ici, dans cette droite, qui relie les points cette fois-ci, on a l'évolution de la part de le budget alimentaire dans la consommation des ménages français, et on voit que on a à la fois une baisse de la part de l'alimentaire et en même temps une hausse des revenus. Et donc on voit bien la même corrélation que partout ailleurs. Donc là, c'est intéressant parce que c'est vraiment une loi fondamentale. Plus les revenus des gens augmentent, plus la part du budget réservé à l'alimentaire va diminuer. Et c'est vrai historiquement comme géographiquement. Alors après, bien sûr, il y a des différences d'un pays à l'autre. Voilà, dans le Portugal, on va mettre moins d'argent pour le même PIB dans l'alimentaire qu'en République tchèque. Alors ça peut être lié au fait que les Portugais achètent des produits moins chers, les Tchèques achètent des produits plus chers, donc de meilleure qualité, mais ça peut être aussi lié à une question de prix. Les prix peuvent être plus élevés. Voilà, pareil, Allemagne et Finlande, même niveau de richesse, mais pas même manière de consommer des produits alimentaires. Bon, sans surprise, non, c'est pour rigoler, mais le Royaume-Uni n'aime pas beaucoup consacrer l'argent à son alimentation. L'habillement. Alors, j'ai une question là sur l'habillement. Je vais la lire tout à l'heure et puis je vous répondrai à la pause. Mais déjà, ce graphique-là va nous permettre de comprendre un certain nombre de choses. Alors, ici, même schéma, même principe. On met en relation le PIB par habitant des pays et la part de l'habillement dans le budget des ménages. Alors, si on met ça en relation, ce qu'on constate, c'est que il n'y a pas vraiment de corrélation entre les deux. Alors, oubliez la ligne ici, là. Ne la regardez pas, c'est la ligne de la France. Là, c'est une ligne qui présente l'évolution historique de la France. Regardons juste en 2005. En 2005, on a, par exemple en Grèce, une part de budget alimentaire, consacré à l'aliment qui est très élevée, la plus élevée d'Europe. Et en même temps, c'est pas le pays le plus riche d'Europe. On a des pays très riches comme le Danemark, ou l'Irlande, dans lesquels la part de l'aliment est faible, et des pays très pauvres comme l'Estonie ou la Lituanie, où la part de l'habillement est élevée. Donc, ce qu'on peut dire ici, c'est qu'il n'y a pas de relation, manifestement, entre les dépenses des ménages en matière d'habillement et leurs revenus. En gros, les ménages riches, ils peuvent dépenser plus que des ménages pauvres en proportion de leurs revenus. C'est le cas de l'Italie. L'Italie qui dépense davantage dans l'habillement que, par exemple, en proportion de ses revenus, que la Pologne, qui est pourtant beaucoup plus pauvre. Mais on va retrouver aussi l'inverse. L'Estonie qui dépense plus alors qu'elle est plus pauvre que le Danemark ou l'Irlande, qui est beaucoup plus riche. Donc là, il n'y a pas de corrélation. Par contre, ce qu'on constate, c'est quand on regarde l'évolution de la France de 1960 à 2005, on voit là ici une baisse très forte, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la France est enrichie, les dépenses d'habillement sont devenues plus faibles. Et alors donc, de deux choses l'une. Soit c'est lié à l'enrichissement de la France, ce que dont a démontré le schéma, mais ce n'est pas vrai, parce que sinon ça serait le cas à l'échelle, à l'instant T, soit c'est lié à autre chose. Et là aussi, je vous ai dit, quelle est la raison pour laquelle la part de l'habillement baisse dans le budget de consommation des ménages? Eh bien, c'est parce que les vêtements sont moins chers. Et donc, si les vêtements sont moins chers, on ne va pas forcément en acheter davantage. Et donc, forcément, on aura une part de l'habillement qui sera plus faible dans notre panier de consommation. Et la question est, pourquoi l'habillement est moins cher aujourd'hui? Eh bien, parce qu'on a développé les importations. Alors, certes, quand l'habillement est moins cher, on peut acheter plus d'habits. Mais le fait est que globalement, on va dire moins. Parce qu'on a en fait une élasticité prix ici qui est assez faible. Ça veut dire que on ne va pas acheter beaucoup plus de vêtements si les prix baissent. C'est-à-dire que globalement, si les prix baissent de 20%, si vous achetez 10% donc là vous avez une élasticité de 0,5, vous achetez 10% de plus de vêtements, et bien globalement le budget global que vous allez dépenser il va plutôt baisser qu'augmenter.
hein, les prix ont baissé de 20%, vos achats ont augmenté de 10%, et bien globalement votre budget va baisser. Et en fait c'est ça qui se passe. L'effet prix l'emporte sur l'effet quantité. Et l'effet prix, il est dû à quoi? Il est dû aux délocalisations du textile français, c'est-à-dire que les Français achètent du textile made in China ou made in India et plus made in France. Et dans ce cas-là, bah, ça veut dire que les prix sont moins chers. Hein, là aussi, si vous téléportiez en 1965, vous verrez que les vêtements sont beaucoup plus chers et que du coup on en prend beaucoup plus soin. D'ailleurs, on les recoue, on les rapièce. On y fait très attention parce que ce sont des produits onéreux. Aujourd'hui, voilà, notre jean est sale, on le jette à la poubelle, quoi. J'exagère, hein, mais c'est pas faux, complètement. Alors, autre graphique, là aussi, que je trouve extrêmement intéressant, c'est ce graphique qui va démontrer les changements de la part de consommation réservée au transport et le niveau de PIB. Alors là, est-ce qu'on a là aussi une corrélation, on va dire maintenant à l'instant géographique? Alors, c'est pas très très clair. On voit que des pays, alors les pays développés, comme enfin les plus riches, l'Irlande, l'Autriche, le Danemark, les Pays-Bas, sont des pays qui sont aux alentours de 15% hein, de la part moyen, qui est à peu près la moyenne. Les pays pauvres, parfois quand même, souvent ils sont hauts quand même. En Roumanie, Bulgarie, Lituanie, Hongrie. On oublie France, hein, c'est avant. Bon, puis certains ont une part des transports plus faible. Pologne, Slovaquie. Donc c'est pas très simple de savoir. Alors évidemment parce que les transports, le budget qu'on va consacrer au transport va dépendre de plein de choses, pas simplement des prix de l'essence, mais des modalités de transport. Est-ce qu'on a des transports collectifs? Est-ce que les gens vivent plutôt à la campagne ou dans les villes? Tout ça va changer beaucoup d'un pays à l'autre. Donc on n'a pas là aussi de corrélation claire entre le niveau de PIB et les transports. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe pour la France. France 1960, les transports sont faibles dans le panier de consommation des ménages. Et puis progressivement, jusqu'aux années 90, ils vont augmenter. Et puis ensuite, ça va plafonner. Et puis ça commence à baisser après. Alors pourquoi cette évolution? Moi j'ai tendance à dire qu'il y a deux choses qui expliquent cela. La première chose, c'est d'abord, je pense, jusqu'aux années 90, des transports qui sont souvent des transports de type individuel, en voiture, donc polluants, bien sûr, mais surtout beaucoup plus onéreux parce que il y a l'achat de la voiture, il y a l'achat de l'essence, et tout ça fait que c'est très cher. Et c'est vrai que on a construit de très nombreuses routes, on a eu beaucoup d'étalement urbain qui s'est fait, les gens ont commencé à habiter non plus en ville, mais à 10 km, 15 km, 20 km, et tout ça a renchéri la part consacrée au transport chez les Français. Et puis ensuite, dans les années 90, ce qui va se passer, c'est des vraies politiques de transport public qui vont se mettre en place, multiplier les réseaux de trains, de TER, etc., multiplier les transports urbains pour éviter que les gens prennent leur voiture. Et puis je suis persuadé que si on prolongeait la courbe et qu'on regardait en 2015, 10 ans plus tard, après 2005, on continuerait de voir baisser parce que les gens ils prennent plus leur vélo, ils sont plus sur d'autres formes de mobilité. Alors certes, il y a toujours des gens qui vivent loin des villes, hein, qui sont à 20 km et qui ont besoin de leur voiture, mais globalement, les prix de l'essence n'ont pas tant augmenté que ça. D'ailleurs, on l'a vu que les prix de l'énergie n'ont pas tant augmenté sur du long terme. Et surtout, maintenant, beaucoup plus de gens prennent les transports en commun, ce qui va faire baisser la part budgétaire réservée au transport. Parce que c'est globalement beaucoup moins cher. Communication, loisirs, culture. Bon, bah alors là, on a typiquement un bien supérieur. On voit, alors là aussi oublié l'histoire, enfin les France 70, 80, 90. Regardez juste les pays les plus riches et les pays les plus pauvres. On voit quand même que les pays les plus pauvres, ils sont en général en dessous de 15%. Hein, loisirs, culture, communication. Les pays les plus riches, ici, alors à l'exception de l'Irlande, hein, mais c'est vrai pour tous les autres, ils sont à plus de 15%. Donc là, on a une corrélation assez claire. Plus plus les pays sont riches, plus on va pas consacrer une part importante de son budget à la communication et aux loisirs. Et on a la même évolution pour la France. Hein. Concrètement, France, on a une évolution croissante. Plus la France est enrichie, et là on a, j'ai envie de dire presque
voilà, la même chose, on va dire géographique au niveau historique. Donc c'est quasiment une courbe de corrélation ça, hein, qu'on voit ici, la courbe de la France. Ça veut dire que globalement, le facteur sans doute le plus dominant dans les dépenses de consommation, communication, loisirs, culture, c'est le niveau de richesse. Plus on s'enrichit, plus on consacre une part importante de son budget dans ces dépenses-là. Alors la santé, eh bien là on a encore une fois une évolution historique et une évolution géographique. Ne vous laissez pas comment dire, perturbé par la droite française qui est très pentue ici. Si on regarde à une échelle géographique, on s'aperçoit, alors c'est pas le cas pour le Danemark par exemple, mais les pays riches ont une part plus importante du budget lié aux dépenses de santé. Alors ici, vous voyez, c'est marqué individuel ou collective. Alors c'est très différent, ça veut dire qu'ici on est y compris dans les services publics. Hein, c'est-à-dire qu'on est dans les dépenses achetées par les ménages, mais on est aussi dans les dépenses financées par la collectivité, d'où le terme collectif, puisque vous voyez que France 2005, c'est 14%, alors que si vous vous souvenez, dans le tableau qu'on a vu tout à l'heure, c'était 4%. Hein, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, on est bien dans aussi les services publics et pas uniquement les dépenses de consommation. Ça permet de faire des comparaisons de pays parce que les systèmes de santé ne sont pas du tout les mêmes d'un pays à l'autre. Donc il faut regarder les dépenses globales de santé, pas uniquement les dépenses financées par les gens. Donc celles qui sont financées, on va dire, par l'État. Alors, si on enlève donc la courbe de la France, qu'on regarde, donc on enlève l'histoire, on regarde tout ce qui se passe en 2005, on a bien une corrélation qui apparaît. Hein. C'est-à-dire que globalement, hein, si on regarde les pays les plus pauvres, ici, Roumanie, Bulgarie, Lituanie, Pologne, Estonie, Slovaquie, ils sont tous en dessous de 11%. Voilà. Après, Hongrie, bon, est supérieure. Et après, si on regarde les pays les plus riches, alors à part le Danemark, hein, ils sont tous au-dessus de 11%. Donc là aussi, on a bien une corrélation. Plus on est riche, plus on dépense en santé. Ce qui n'est pas aussi évident que ce qu'on pourrait croire. Je veux dire par là que la santé, enfin les gens, comment dire, ils veulent tous être de bonne santé. Enfin, c'est pas la dépense de santé, c'est pas une dépense loisir en quelque sorte, pas une dépense qu'on fait parce qu'on a trop d'argent, on sait pas quoi faire. En général, on dépense pour sa santé parce qu'on est malade. Mais ça veut dire que collectivement, plus un pays va s'enrichir, plus il va accepter de payer des impôts, par exemple, pour financer son système de santé. Plus les gens vont finalement accepter de dépenser de l'argent pour l'hôpital ou pour des choses comme ça. Donc on a un effet richesse qui apparaît ici. Voilà, plus les pays sont riches, plus ils se consacrent de dépenses dans la santé. Mais on a aussi un effet histoire. Et c'est là où il faut revenir sur la courbe de la France. Là, la pente est beaucoup plus forte. Hein. Si on devait tracer la pente, la corrélation géographique, on aurait une pente qui serait à peu près, je ne sais pas si vous voyez bien ma flèche, hein, à peu près comme ça. Hein. Donc une pente qui est une vraie pente, hein, mais une pente de niveau faible. Alors que là, la pente est beaucoup plus forte. Alors parce qu'en fait, il y a un autre effet qui se conjugue à augmenter les dépenses de santé. Donc le premier effet, c'est l'effet richesse. La France s'enrichit, donc elle dépense davantage en santé. Mais il y a un autre effet, c'est l'effet technologie. Les secteurs de la santé, les médicaments, les machines, les scanners, les IRM, etc., sont extrêmement onéreux. Et donc l'une des raisons pour lesquelles les dépenses de santé augmentent plus vite que la croissance économique en France, ce n'est pas qu'une question de... Voilà, c'est un produit de luxe, quand on s'enrichit, on fait plus à sa santé. C'est aussi parce que les médicaments, le matériel est de plus en plus cher. Il y a de plus en plus de technologies dans la santé. Et donc, ça renchérit davantage le coût de la santé. Et là, l'effet technologique, évolution de la technologie, il se voit dans l'histoire, il ne se voit pas dans la géographie. Non, il n'y a pas d'explication. Enfin, moi, je n'ai pas d'explication pour expliquer pourquoi le Danemark dépense si peu en santé. Voilà, je ne sais pas. Peut-être parce que leur système de soins est mieux organisé. Alors, on pourrait considérer que ça dépend de la démographie aussi. Hein. Les pays où les gens sont plus vieux, ils dépensent plus en matière de santé. Mais c'est pas vraiment le cas du Danemark. Bon, voilà, donc je n'ai pas d'explication. Je ne suis pas spécialiste du système de santé danois, mais manifestement il est performant. Alors, je crois que c'est le dernier graphique, je ne suis pas sûr, qui là aussi montre un certain nombre de choses intéressantes.
Euh, Ah, mais si, c'est. Maintenant que le niveau de santé est meilleur qu'avant, pourquoi les dépenses augmentent? Ben, parce qu'en fait, le système de santé, il peut toujours croître, hein. Concrètement, on apprend à guérir de nouvelles maladies, on apprend maintenant à guérir des cancers qui étaient inguérissables il y a 10 ans. Et donc, à chaque fois qu'on fait des découvertes technologiques ou qu'on invente de nouveaux médicaments, bah, ça accroît le coût de la santé. Et la réalité, c'est que maintenant, on vit beaucoup plus longtemps que dans les années 60. Cette dépense n'est pas totalement inutile. Elle a fait progresser à la fois l'espérance de vie, mais aussi l'espérance de vie en bonne santé. Par exemple, ça fait quelques années maintenant on opère très facilement les personnes âgées de la hanche. Bon, ça va peut-être arrivé à vos grands-parents. Et donc ces opérations qui sont très simples sont quand même assez onéreuses. Ça permet aux gens de bouger, de ne pas être en fauteuil roulant. Mais globalement, ça améliore donc l'espérance de vie. Non pas les gens ne meurent jamais à cause de ça, mais ça augmente l'espérance de vie en bonne santé. Donc en fait, ça augmentera parce qu'on a toujours des nouvelles technologies, de nouvelles formes d'opérations qui permettent d'améliorer la vie des gens. Et on considère que c'est plutôt bien d'améliorer la vie des gens. A priori, vous vivrez plus longtemps que moi et sans doute plus longtemps en meilleure santé parce que la technologie va progresser et que le cancer qui va me tuer dans 20 ans, dans 40 ans, vous ne mourrez pas du cancer parce qu'on saura à ce moment-là le traiter et l'opérer. Voilà, donc les dépenses de santé continuent d'augmenter l'efficacité du système de santé continue lui aussi d'augmenter. Alors, voilà, donc une chose qui est intéressante, c'est de regarder l'évolution des dépenses de consommation des ménages et de regarder parmi les dépenses de consommation celles qui sont dites préengagées et celles qui sont dites arbitrables. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous notiez parce que c'est très important. Une dépense de consommation arbitrable, c'est une dépense de consommation qu'on peut modifier tous les mois facilement. Une dépense de consommation préengagée, c'est une dépense de consommation pour laquelle on a signé un contrat qui nous oblige en quelque sorte à dépenser chaque mois. Alors typiquement, la dépense préengagée de base, c'est le logement. C'est-à-dire le loyer que vous payez tous les mois ou parfois le système de chauffage que vous payez aussi tous les mois ou l'assurance logement que vous payez tous les ans. Et donc ces dépenses liées au logement, eh bien, vous ne pouvez pas décider que ce mois-ci vous ne payerez pas votre loyer. C'est des dépenses qui sont rigides en quelque sorte et sur lesquelles vous ne pouvez pas forcément arbitrer à court terme. Alors bien sûr, vous pouvez déménager, mais évidemment, tout cela est très compliqué. Et puis on a d'autres types de dépenses dites contraintes ou préengagées. Ce sont les assureurs, ce sont les systèmes de télécommunication, la télé. Donc qu'est-ce que c'est? Par exemple la redevance télé, l'abonnement à Netflix, des choses comme ça. Les télécommunications, c'est la box, etc. Et tout ça, ou le forfait mobile que vous avez. Et tout ça sont des dépenses qui reviennent chaque mois. Donc si on fait l'addition de tout ça, eh bien, on a ce qu'on appelle l'ensemble des dépenses de consommation préengagées. Ces consommations préengagées, en 1959, elles représentaient moins de 15% de l'ensemble de la consommation. Ça veut dire que chaque mois, on pouvait disposer de ce qu'on voulait en matière de... Enfin, on pouvait disposer, par exemple, comme on voulait, de 85% de son revenu, enfin de plus de 85% de son revenu. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, les dépenses arbitrables, c'est-à-dire celles sur lesquelles on peut décider de dépenser ou non, elles représentent un peu plus de 70%, puisque les dépenses préengagées représentent presque 30% du budget des ménages. Donc il a plus que doublé en 50 ans. Et ça a un effet, ça a une conséquence. Et la conséquence, c'est que en fait, les ménages ont l'impression que même si leur niveau de consommation augmente, leur niveau de consommation préengagé, lui, il augmente. Enfin, leur niveau de consommation arbitrable, lui, il augmente pas tant que ça. En gros, ce qui compte pour le ménage, c'est le sentiment de pouvoir décider ou non d'acheter quelque chose. S'il a des abonnements qui se cumulent tous les mois, loyer, box, etc., eh bien, il va se retrouver à avoir en fait de moins en moins d'argent à dépenser chaque mois comme il souhaite. Et donc ça va entraîner un sentiment parfois de baisse de pouvoir d'achat, alors même que son pouvoir d'achat ne baisse pas.
Alors, qu'est-ce qui va augmenter dans les dépenses préengagées? Un peu l'assurance et les services financiers, mais pas tant que ça. Ça avait beaucoup augmenté jusqu'en 89, et puis ensuite ça a plutôt baissé. Bien sûr, la télévision et télécommunications qui a beaucoup augmenté, mais surtout, c'est le logement qui est de plus en plus cher. Et ça ampute beaucoup le pouvoir d'achat des ménages, parce que finalement, la part du logement dans le budget ne cesse de croître, et surtout, le problème du logement, c'est que c'est pas quelque chose qu'on choisit tous les mois. Quelque part, on est un peu contraint d'avoir un logement déjà, et puis ensuite de payer régulièrement son loyer. Donc ça ampute le revenu qu'on va pouvoir consommer comme on le souhaite. Alors voilà, c'était ça le dernier graphique. C'est finalement ce qui se passe maintenant si on cumule l'évolution du pouvoir d'achat brut, en quelque sorte, et l'évolution du pouvoir d'achat arbitrable. Alors, il y a ici trois courbes. Alors, faut expliquer ce qu'elles sont. D'abord, la courbe jaune, c'est le pouvoir d'achat du revenu disponible brut des ménages. C'est-à-dire qu'on prend le secteur des ménages et on regarde comment le pouvoir d'achat évolue. Alors, ce qui se passe, on l'a vu, le pouvoir d'achat a tendance à augmenter beaucoup, autour de 6% dans les années 60, pendant la période des 30 glorieuses, parfois même à 10%. Donc là, c'est, rendez-vous compte, en un an, on a l'ensemble des ménages en un an est plus riche de 10% que l'année précédente. C'est considérable. Aujourd'hui, on n'est plus tout dans ces niveaux-là. Et donc, évidemment, ça veut dire qu'on peut possiblement consommer 10% de plus. Alors, c'est pas toujours ce qui va se faire, et donc, je l'ai dit tout à l'heure, quand les revenus et le pouvoir d'achat augmentent beaucoup, la consommation augmente un peu moins. Et puis, globalement, on voit que le pouvoir d'achat a diminué. Mais je voudrais d'abord qu'on regarde les différents les autres courbes. Alors cette courbe-là, qui est d'une couleur, je suis un peu daltonien, je sais pas trop si c'est du marron, du brun, ça doit être du brun, quelque chose comme ça. Ce pouvoir d'achat du revenu disponible brut, ici, c'est le pouvoir d'achat du revenu disponible brut par unité de consommation. Alors ça, c'est différent de ça. Le pouvoir d'achat disponible brut des ménages, c'est l'ensemble des ménages. Mais ce qu'on ne regarde pas ici, c'est le nombre de ménages. Or, ce qui compte pour le niveau de vie des individus, c'est pas l'évolution du pouvoir d'achat des ménages dans son ensemble, mais plutôt l'évolution du pouvoir d'achat en moyenne de chaque unité de consommation, c'est-à-dire de chaque ménage. Et donc forcément, comme on a une croissance démographique, on va voir que chaque année, il y a donc plus de ménages que l'année précédente. Donc ce qui est plus pertinent pour essayer de comprendre l'évolution du pouvoir d'achat des ménages individuellement, c'est l'évolution du pouvoir d'achat disponible du revenu disponible brut par unité de consommation. Donc c'est cette courbe-là, qui est forcément plus faible que la courbe jaune, puisque l'évolution du pouvoir d'achat, puisque le nombre de ménages augmente, et donc logiquement, il y a un écart entre l'évolution du pouvoir d'achat de l'ensemble des ménages et l'évolution du pouvoir d'achat de chaque ménage en moyenne. Vous voyez ce que je veux dire? On divise par un nombre plus important, croissant, de ménages. Et puis le dernier élément, c'est la courbe verte qui se trouve très souvent en dessous des deux autres, qui correspond au pouvoir d'achat arbitrable par unité de consommation. Et ça, on va dire, c'est le sentiment de pouvoir d'achat. C'est-à-dire, combien est-ce que les ménages, chaque début de mois, il leur reste, après avoir payé le loyer, le prix de la box, et l'ensemble des dépenses contraintes, des dépenses non arbitrables, qu'on dit donc en vocabulaire de l'INSEE préengagées, sur lesquelles on s'est engagé par contrat. Alors c'est les services d'assurance, etc. Et en fait, ça c'est intéressant parce que ça permet de voir finalement comment les ménages ont l'impression que leur pouvoir d'achat évolue. Et donc ce qu'on constate, c'est que globalement, parfois, même si le pouvoir d'achat augmente en moyenne, eh bien le pouvoir d'achat du revenu arbitrable, lui, il peut baisser à un certain moment. Et donc là, ça peut donner une impression aux ménages qu'ils s'appauvrissent, alors même qu'officiellement ils s'enrichissent, mais parce que ils ont des dépenses préengagées qui croissent et qui prennent une part de plus en plus importante dans leurs revenus. Alors évidemment, il y a des moments où tout baisse, comme ici en 83. Voilà, on a des moments ici aussi en 93, 96. Voilà, on a des moments où le pouvoir d'achat des ménages diminue. Parfois, c'est des raisons fiscales, d'ailleurs.
je me souviens qu'en 96, il y avait des plans d'austérité, hein, pareil en 83, hein, des plans d'austérité forts, et qui veut dire que des hausses d'impôts, donc le pouvoir d'achat des ménages, il diminue, hein, bien sûr. Voilà, alors, je sais pas quelle heure il est, je vais regarder, on va peut-être faire une pause aussi tout à l'heure. Bien sûr, il est 14h03, donc on va faire une pause. Avant la pause, voilà, les questions. Donc question définition, voilà, qu'est-ce que la demande globale? Donc c'est facile, hein. La demande effective, hein, souvenez-vous, hein, de quoi elle est composée. Donc ça c'est facile aussi, hein. Consommation des ménages et comment dire, dépenses de consommation des ménages et services publics individualisables, services individualisables des administrations publiques et des administrations privées qui sont les associations caritatives. On vous propose aussi des questions assez simples. Quelle est la propension moyenne à consommer des ménages en France? Faut le savoir. 85%, hein, 0,85, on peut dire les deux. On peut vous demander des exercices sur les calculs d'élasticité, ce que ça signifie. Voilà. Les lois d'Engel, donc les biens supérieurs, les biens inférieurs, etc. Question difficile parce que c'est assez complexe, la théorie de Keynes sur les variations de consommation des ménages. Il faut refaire le schéma. La théorie des cycles de vie, elle est intéressante. Et puis, je peux aussi vous donner un graphique, voilà, et vous demander de le commenter. Ça sera 3 points. Voilà, j'espère que vous noterez bien ces explications sur chacun de ces graphiques. Bien, je vous propose de faire une pause de 10 minutes. Là, il est 14h05. Moi, j'ai besoin de boire un peu. On reprend à 14h15. Je vais revenir sur le cours. On va aborder le chapitre 5, en tout cas le commencer, hein, pendant les 45 minutes qui nous restent. Je voulais répondre, mais je crois que la réponse maintenant est claire, hein, à la question. Je comprends pas pourquoi pour les biens manufacturiers, normalement le prix d'un bien diminue, donc il devrait être plus consommé. Oui, mais vous raisonnez en termes en termes réels, c'est-à-dire oui, on va consommer davantage de biens, mais je l'ai dit tout à l'heure, si les prix ont baissé, le total des dépenses peut être inférieur si la baisse des prix est supérieure à la hausse de la consommation. C'est ce que j'expliquais. Donc si l'élasticité prix est inférieure à 1, on peut avoir une baisse des prix de 50%, par exemple, division par 2 des prix, mais une hausse de la consommation de ces produits que de 20%. Et globalement, ça veut dire qu'on va dépenser moins, puisque 20% sera inférieur à 50% de baisse, et donc le volume de dépenses, lui, sera plus faible. Alors vous verrez ça dans, je crois qu'il y a le TD 5, où il y a un exercice qui en parle. D'ailleurs, c'est plus ou moins expliqué dans le chapitre 1 de l'économie du réel que vous avez dû lire, cette histoire ce qu'on j'ai appelé la malédiction des agriculteurs, où globalement les agriculteurs se retrouvent à voir leur pouvoir d'achat qui baisse, en tout cas leur chiffre d'affaires qui baisse lorsque la technologie s'améliore pour la vente des produits agricoles. Alors, donc nous allons reprendre le cours. Je vérifie que vous n'ayez pas disparu entre temps. Donc voilà, donc 211, c'est pas mal. Hein, on continue d'être au-dessus de 200. Donc le marché et les comportements économiques. Alors ça va être un gros chapitre. Chapitre assez long, assez intéressant aussi, parce que, comme vous le savez, très souvent, on considère que la pensée économique, c'est la pensée du marché. Jusqu'ici, on a pu faire de l'économie quand même sans parler du marché. Hein, donc, ça veut bien dire que le cœur de l'économie n'est peut-être pas celui-là. En tout cas, faut un peu vous débarrasser des automatismes de pensée, comme l'économie, c'est l'offre et la demande, ou ces choses-là. Parce que l'économie c'est beaucoup plus large et complexe que cela. Alors le marché, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Comment les économistes l'analysent? À quoi ça sert aussi? Je pense que tout cela, c'est des questions qu'il faut reposer, surtout dans un cours d'introduction à l'économie, l'analyse économique, parce que c'est ce cours-là. Ce qui est intéressant, ce qui va nous intéresser nous aussi dans le marché, c'est comment le marché il change les comportements économiques. Puisque finalement, que fait le marché? On va voir que l'une de ses fonctions, c'est de déterminer des prix.
et les prix vont avoir des effets sur les comportements des agents économiques. Alors, tout d'abord, le marché a différentes fonctions. Le marché est une institution, c'est-à-dire c'est, on va dire, quelque chose qui est le produit artificiel des êtres humains. C'est les êtres humains qui créent le marché en quelque sorte, mais qui va, en gros, une institution, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va coordonner et susciter des comportements dans l'action des individus. Et donc le marché, eh bien, il va susciter, créer, engendrer un certain nombre de comportements sociaux. Et c'est en cela que c'est une institution. De la même façon que l'université est une institution parce que ça va permettre aux gens d'apprendre, de faire de la recherche. Le marché, c'est une institution parce que ça va déterminer un certain nombre de comportements. Et ici, pas n'importe quel comportement, les échanges. Alors, le marché est une institution à la fois formelle et informelle, puisque il existe des marchés qui ont des règles particulières. Hein. Par exemple, le marché de samedi matin sur la place, enfin sur l'avenue Foch, sur la place Leclerc. C'est un marché avec des règles, avec des emplacements déterminés pour chaque personne. Donc ici, c'est bien quelque chose de formel. Mais il peut y avoir des marchés totalement informels, hein, bien sûr, pas forcément illégaux d'ailleurs, hein, mais la manière dont vous décidez, vous, spontanément, de créer un commerce, de vendre des choses en ligne, eh bien, c'est plus ou moins informel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'institution publique qui est organisée pour organiser ça. Vous pouvez vendre ou acheter de manière informelle avec vos amis, etc. Donc tout ça, c'est le marché, c'est tout ça. C'est-à-dire c'est à la fois les marchés organisés, les marchés institués, les marchés décidés par la collectivité locale tous les samedis matins, et puis des échanges informels qui vont se produire entre individus sans forcément qu'il y ait d'institutions autour, d'institutions créées exprès pour eux. Donc dans ce cas-là, on va dire qu'il y a des règles informelles d'échange. Ce qui est le point commun de tous ces formes d'échange, de marché, c'est justement qu'ils organisent l'échange. Alors c'est ça le cœur, la fonction première du marché. Mais on verra qu'il y a des fonctions secondaires qui sont tout aussi importantes. Mais on peut dire que la première fonction du marché, c'est de faciliter les échanges. Or, qu'est-ce que c'est qu'un échange? Eh bien, c'est concrètement le changement de propriété d'un actif, c'est-à-dire vous possédez quelque chose, vous le vendez, ou vous ne possédez pas quelque chose, vous l'achetez. Eh bien, l'opération de vente et l'opération d'achat sont des opérations de changement de propriété. C'est-à-dire, c'était lui qui était propriétaire, maintenant c'est vous. Eh bien, vous avez, félicitations, vous êtes l'heureux acheteur d'un nouveau bien, et finalement, la propriété a changé. C'est ça l'acte d'achat ou l'acte de vente. Donc on a besoin d'échanger. Là aussi, je renvoie à Adam Smith, hein, qui dit qu'une société est d'autant plus civilisée qu'elle approfondit la division du travail. Et quand on a approfondi la division du travail, eh bien, on a besoin des autres, du travail des autres pour se nourrir, pour s'héberger. Et donc on a besoin des échanges. Hein. Pour Smith, les échanges, c'est ce qui caractérise une société humaine qui fonctionne bien. Alors, donc le marché a cette première fonction qui est permettre l'échange. Mais l'échange du marché, c'est un échange particulier. Il y a plein de sortes d'échanges différents. Là, ici, je dis l'échange comme l'idée d'un changement de propriété. Mais on peut échanger d'autres façons. Par exemple, on peut dire comme échange, on discute. C'est un échange aussi. C'est un échange verbal. Il n'y a pas forcément ici de changement de propriété de quelque chose. Il n'y a pas surtout d'argent qui circule. Il y a plein de formes d'échange. Ici, ce qui est intéressant dans le marché, c'est une forme particulière d'échange qui est un échange marchand. Et donc c'est là qu'on va voir un changement de propriété. Sauf que l'échange marchand, il suscite un contrat et un prix. Et en fait, le prix, il est au départ a priori indéterminé. Alors, c'est là que je vous invite à écrire donc ce premier paragraphe, hein, qui est, on va voir, une question fondamentale dans le comportement d'échange marchand des gens. C'est le fait que le prix par lequel on va finalement se mettre d'accord, pour lequel on va se mettre d'accord, n'est pas donné a priori. Donc le fait que le prix ne soit pas déterminé, c'est qu'on peut le négocier, on peut le changer. Hein, les prix, ça évolue.
ces variations possibles de prix fait que le prix, le résultat de l'échange, c'est-à-dire notamment le prix auquel on va faire l'échange, eh bien, est a priori indéterminé. Alors, si le prix est indéterminé, il n'en reste pas moins que lorsqu'il y a un échange marchand, il y a forcément un acheteur et un vendeur, et forcément, les deux ont besoin de l'autre. Sans acheteur, il n'y a pas de vendeur, et inversement, il n'y a pas d'acheteur sans vendeur. Donc ça veut dire que les deux ont des besoins. Ces besoins sont complémentaires dans le sens où ils ne peuvent exister que si il y a une contrepartie, hein, c'est-à-dire que le vendeur ne peut être vendeur que s'il trouve un acheteur, et inversement. C'est aussi par définition quelque chose qui, lorsque les deux se mettent d'accord, eh bien, qui est mutuellement profitable. Les deux y gagnent à l'échange. Hein, donc ça, c'est aussi une particularité intéressante de l'échange marchand, c'est que on considère, ça c'est une hypothèse qu'on fait, mais qui est une hypothèse à peu près raisonnable, que personne n'est obligé d'acheter, personne n'est obligé de vendre, et donc si on choisit d'acheter ou de vendre, c'est qu'on y a un intérêt. Donc chacun est finalement content a priori du résultat. Mais le fait que chacun soit content du résultat, ou plutôt que chacun y gagne, ne veut pas dire que le prix qui va être négocié va être un prix qui sera aussi avantageux pour l'un que pour l'autre. Et c'est là qui me semble être une chose sur laquelle il faut réfléchir, et sur laquelle je vous invite à réfléchir, c'est que le prix et le résultat de la négociation de deux personnes peut être, selon les talents des négociateurs des uns et des autres, très différent dans une situation ou dans une autre, et que le prix auquel les deux personnes vont s'entendre, finalement, il est assez difficile à prévoir a priori. Pour essayer de vous expliquer cette réflexion, je vous propose de faire une forme de raisonnement où on considère qu'il y a deux personnes qui vont chercher à acheter et vendre, donc ils sont complémentaires, l'acheteur a besoin de la marchandise vendue par le vendeur il a très envie de vendre sa marchandise, donc a priori il devrait pouvoir se mettre d'accord, mais tout le problème qui va se poser c'est quel prix. Alors pour essayer de raisonner, je vous propose de réfléchir sur le modèle suivant. Les acheteurs et les vendeurs, enfin l'acheteur ici et le vendeur, peut accepter différents types de prix. Il n'est pas bloqué sur un seul prix. Le vendeur ne dit pas c'est 15 euros, point barre, ça ne sera jamais ni plus ni moins. Non. Le vendeur, en général, il se dit bon, combien je veux au minimum d'argent de ce bien. Par exemple, il peut dire bon, ce qui serait bien, c'est que ce bien, je puisse le vendre au moins à 10 euros. Ça me laissera une petite marge, je serais content. En dessous de 10 euros, ça vaut pas le coup, je préférerais trouver quelqu'un d'autre. Donc ce prix minimal auquel le vendeur est prêt à vendre, pardon, c'est ce qu'on appelle le prix de réserve. Donc un prix de réserve, c'est un prix seuil en quelque sorte. C'est le prix pour le vendeur, c'est le prix en dessous duquel il renoncera à la vente. En fait, on peut avoir le même raisonnement pour l'acheteur. Alors l'acheteur, lui, il a aussi un prix de réserve, mais c'est pas le même que le vendeur. C'est un prix qui est supérieur, enfin qui est le prix le plus élevé possible. C'est-à-dire que le vendeur, lui, va raisonner de telle façon, il va dire, bon, moi, cette marchandise-là, je veux bien l'acheter, mais pas plus qu'à certains prix. Au bout d'un moment, je préfère renoncer à l'achat parce que concrètement, ça ne vaudra plus le coup. Alors, le prix de réserve de l'acheteur, donc, c'est un prix maximal, un prix plafond, alors que le prix de réserve du vendeur, lui, c'est un prix plancher. Bon, ici, dans cet exemple, on peut considérer que l'acheteur, il a un prix, par exemple, de 20 euros. Évidemment, si c'était l'inverse, si le vendeur avait un prix minimal de 20 euros et l'acheteur un prix maximal de 10 euros, on serait d'accord qu'il ne peut pas y avoir de vente et de transaction qui peut se faire, puisque aucun ne peut se mettre d'accord. L'achat, enfin la vente ne peut se faire que si on arrive à trouver un prix qui est à la fois inférieur au prix de réserve de l'acheteur et supérieur au prix de réserve du vendeur. Alors ici, quel va être ce prix ? Minimum 10 euros, maximum 20 euros. Mais où on va se placer dans ce segment de 10 à 20 euros ? Eh bien ça, je vous l'affirme, c'est indéterminé. On ne sait pas. On ne peut absolument pas dire ce qui va se passer. Ça va dépendre des talents des uns et des autres. Le prix peut être de 10 euros si
le vendeur, il négocie mal. Il peut être de 20 euros si c'est l'acheteur qui négocie mal. Il peut être de 17 euros. Il peut être de 15,50 euros. Il peut être partout entre les deux. Il n'y a aucune raison que le prix se place plutôt à un endroit qu'à un autre. C'est donc le principe de l'indétermination. Chacun va avoir un gain qui sera compris entre 0 et 10. Imaginons que le prix soit 15 euros. Eh bien, dans ce cas-là, l'acheteur, il aura réussi à acheter 5 euros en dessous de son prix de réserve. Donc, quelque part, il aurait un bénéfice de 5 euros dans l'achat. Le vendeur, lui, son prix de réserve, c'était 10 euros. Eh bien, 15 euros, ça lui convient aussi parce que du coup, il fait une marge supérieure à ce qu'il aurait pu faire, puisqu'il vend 15 euros, quelque chose qu'il était prêt à vendre 10 euros. Mais on peut tout à fait avoir 12 euros. Et dans ce cas-là, l'acheteur, il a une marge de 8 euros et le vendeur de 2 euros. En gros, il y a 10 euros à distribuer. Et on ne sait pas vers qui ils vont aller. Alors bien sûr, on se dit, ça va aller vers celui qui sera le plus talentueux pour négocier. Et donc là, il y a tout un art de négociation. Mais ce qui veut dire par là, c'est que lorsqu'on regarde deux individus, on ne peut pas, a priori, la pensée économique, la science économique, ne peut pas dire à quel niveau le prix va se faire. Il peut être n'importe où, il est donc indéterminé. C'est ça le cœur de l'indétermination de l'échange, c'est-à-dire l'indétermination, j'aurais pu dire d'ailleurs cela, l'indétermination du prix de l'échange. Du prix auquel l'échange va être contracté. Le prix de la marchandise. Et donc cela permet ici de dire qu'il y a, alors j'ai mis la première, mais on va dire une deuxième plutôt, puisque la première fonction du marché c'est d'organiser les échanges, de permettre les échanges. Mais la deuxième fonction du marché, la deuxième la plus importante, c'est justement de résoudre l'indétermination des prix. Alors, pour essayer de le comprendre, il faut réfléchir sur le fait que dans un marché, on n'a pas que deux personnes qui contractent. On a une multitude d'acheteurs et de vendeurs. C'est bien ça un marché au cœur. C'est-à-dire que l'acheteur, il peut aller vers lui ou vers l'autre. Et deuxièmement, et ça c'est très important, il ne peut y avoir de marché que si on a des produits qui s'achètent et qui se vendent qui sont similaires, qui sont proches les uns des autres. Concrètement, il n'y a pas de prix de marché pour un objet unique. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les œuvres d'art peuvent avoir n'importe quel prix. Vous pouvez avoir des prix très faibles, des prix très importants. Alors bien sûr, on va voir vrai qu'une œuvre d'art de tel ou tel artiste va être considérée comme... alors, si le gain net est de 5, il y a 10 gagnants de perdants. Si, il y a 2 gagnants. Chacun a gagné quelque chose. C'est ça que je veux dire. En fait, tout le monde gagne dans le marché, puisque les gens... la question c'était qu'est-ce qui se passe si le prix est de 15 euros, qui gagne? Il n'y a pas de gagnant. Si, il y a des gagnants. En fait, si le prix est 12 euros, il y a des gagnants. En fait, il y a toujours des gagnants. Parce que concrètement, chacun a gagné quelque chose, en fait. Mais ils n'ont pas gagné la même somme. C'est ça qu'il faut voir. Bon, je reviens sur le cours. Le marché, il va avoir pour effet de mettre, de permettre d'avoir des situations comparables. Puisqu'on a des objets qui sont similaires, qui sont échangés, cet objet, si cet acheteur ne veut pas l'acheter, je vais pouvoir le vendre à un autre acheteur. De la même façon, si je suis acheteur et que ce vendeur, je trouve qu'il est trop cher, je vais pouvoir aller voir un autre vendeur. Donc comme on a sur un marché pas simplement deux agents, pas simplement un acheteur et un vendeur, mais cette fois-ci une multitude d'acheteurs, une multitude de vendeurs, et qui chacun vendent une multitude de produits qui sont similaires sans être totalement identiques, eh bien, ce qui va se passer, c'est que le prix ne va plus être, c'est ça qu'il faut bien comprendre, ne va plus être le produit d'une négociation entre l'acheteur et le vendeur, mais le prix de marché, on va dire, va s'observer dans les transactions qui ont déjà eu lieu. C'est-à-dire que si vous voulez acheter une chèvre sur le marché, eh bien, vous arrivez, vous ne savez pas combien vaut une chèvre. Moi non plus, j'en ai aucune idée. Mais vous allez regarder à combien les gens achètent ou vendent des chèvres, et très vite, vous allez comprendre qu'une chèvre qui vaut 500 euros, c'est une bonne chèvre, enfin, c'est un bon prix, concrètement, voilà, et puis une chèvre qui se vend à 1000 euros, elle est vraiment très chère, et puis une chèvre qui se vend à 650 euros, finalement, c'est à peu près le prix normal. Donc en fait, vous n'avez au départ aucune idée du prix, et très vite, vous regardez combien les chèvres se vendent, et très vite, vous savez à quel prix la chèvre, vous pouvez l'acheter ou la vendre.
Et donc en fait, ce qui se passe sur un marché, c'est comme il y a de nombreux produits similaires, comme il y a de nombreux achats et vendeurs, très vite, on va voir apparaître un prix considéré comme normal. C'est-à-dire un prix commun, un prix qui est conventionnel, on va dire, un prix qui correspond à ce qui est normal d'attendre. Pensez à ça. Là, il y a 5 minutes, vous n'aviez aucune idée du prix auquel on peut acheter une chèvre. Moi non plus d'ailleurs. Tout d'un coup, je vous dis un prix, 500 ou 650 euros. Et là, ça vous fait une... Ah bah tiens, une chèvre, oui, pourquoi pas. En fait, personne n'en sait rien. Sans doute d'ailleurs que les chèvres valent moins cher. En fait, je dis ça, mais je n'en ai aucune idée. Mais si je vais sur un marché et que je vois à quel prix les chèvres se vendent et s'achètent, eh bien j'aurai une idée du prix. Ce que je veux dire par là, c'est que le juste prix, le bon prix d'une marchandise, en fait, on ne peut pas le savoir. Tenez par exemple, prenez un autre exemple. Vous avez une voiture, vous avez cette voiture depuis 10 ans, elle roule bien. Vous l'avez achetée, je sais pas, 15 000 euros il y a 10 ans, mais bon, maintenant, elle a quand même 10 ans, elle a roulé, la peinture s'est un peu écaillée, les sièges sont un peu moins confortables. Bon, combien elle vaut? Comment vous pouvez le savoir? Alors, il y a des revues spécialisées, il y a l'Argus qui vous dit une cote de voiture. Une autre manière de voir le prix de la voiture que vous avez et que vous voulez vendre, c'est d'aller sur le Bon Coin et de regarder à combien se vendent les voitures similaires. Alors attention d'ailleurs, si vous allez sur le Bon Coin, vous allez voir que parfois les voitures qui restent en vente sont des voitures qui n'ont pas été vendues justement. Et donc en général le prix est supérieur. Ça peut donner une fausse idée du prix. Mais regardez la voiture qui va se vendre très vite, à combien elle est affichée, et là vous commencerez à voir quel est le prix de votre voiture. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un prix n'est jamais quelque chose de normal, de naturel, d'évident. Un prix, c'est toujours une construction qui est liée à finalement ce que chacun observe sur le marché comme étant le prix normal. Et très vite, il va considérer que ce prix est normal. Un étudiant me dit qu'une chèvre c'est 400 euros. Il est allé voir sur Google. Bah voilà. Mais oui, mais il est allé voir sur Google parce qu'on peut pas savoir sinon. Puis j'imagine que ça dépend de l'âge de la chèvre, etc. Voilà. Merci de m'avoir donné le prix de la chèvre parce que nous n'avions évidemment aucune idée. Donc voilà, on va être moins bête. Maintenant, on saura que c'est maximum. Il a dit, je crois, 400 euros le prix de la chèvre. Alors. Donc tout ça pour vous dire qu'une chèvre, une marchandise en général qui se vend, on ne peut pas savoir quel est son prix avant d'avoir observé à combien elle se vend. Et en fait, tout le monde va faire ça. Et du coup, on va se retrouver avec l'existence d'un prix qui va émerger du marché et qui va finir par être la norme. Je vous prends l'exemple de tout à l'heure. Oui, j'ai parlé de la cote Argus déjà. Alors voilà, c'est pas faute. Je ne devrais pas regarder vos questions parce que ça me perturbe. Donc le référentiel, le prix de marché, il permet de dégager un référentiel, de dégager un prix normal. Et ce prix normal, eh bien, reprenons l'exemple tout à l'heure, il peut être à combien? Si on considère l'expérience tout à l'heure, on avait un agent qui était prêt à vendre à minimum 10 euros et un agent qui était prêt à acheter au maximum 20 euros. Est-ce que le prix de marché va forcément arriver à 15? Eh bien, pas du tout. Aucune raison qu'il soit de 15. Le prix de marché peut être n'importe où, de la même façon, entre 10 et 20. Et en fait, ce qui va déterminer le prix de marché, c'est le rapport de force qu'il va y avoir entre chacun des camps, le camp des acheteurs et le camp des vendeurs. Et là aussi, la meilleure preuve que vous pouvez avoir, c'est de relire, d'ailleurs c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, la partie de Smith, où il parle, dans le TD, c'est marqué dans le TD 2, je crois, où il parle de la manière dont, sur le marché du travail, le rapport de force se construit entre les employeurs et les employés. Alors, une chose qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir un prix, il faut évidemment avoir quelque chose qui est essentiel à l'existence des marchés, qui est la monnaie. Sans monnaie, on ne peut pas comparer les transactions les unes par rapport aux autres. Exemple, si vous devez acheter une chèvre maintenant, mais pour acheter cette chèvre, vous avez du fromage, combien de kilos de fromage il faut donner pour une chèvre? Mettons, là aussi je vais dire n'importe quoi, 50 kilos de fromage.
Bon, très bien, mais ça, c'est la transaction que vous avez observée hier. Vous avez des pots de miel. Combien de pots de miel pour la chèvre? Bah le pot de miel, ça va être peut-être, je sais pas, 50 pots de miel. Finalement, vous vous retrouvez dans des situations où impossible de savoir si vous avez vu qu'une chèvre s'est vendue contre 50 pots de miel et contre, je sais pas, 50 kilos de fromage. Si vous avez je sais pas, des barres de laiton, combien de barres de laiton pour une chèvre? En fait, on n'en sait rien. Et donc en fait, pour que le marché puisse exister, pour qu'il puisse faire émerger un prix, il faut forcément qu'on ait une unité de mesure de ce que valent les choses qui soit commune à tout le monde. Et donc la monnaie est absolument indispensable pour cela. Euh, un marché qui serait un marché de troc ne peut pas permettre de résoudre la détermination des prix parce qu'on n'aurait que des transactions qui seraient incomparables les unes par rapport aux autres. Donc la monnaie est essentielle au marché. Et d'ailleurs, c'est la thèse de David Graeber. Donc il y a un TD d'ailleurs qui lui est consacré où on parle de la monnaie. En 2013, alors en 2011 en version anglaise, 2013 en version française, Graeber publie un livre. Alors le livre de 2000 publié en français donc en 2013 s'appelle Dette 5000 ans d'histoire. Et dans ce livre, il a une théorie extrêmement intéressante, assez séduisante de mon point de vue, qui est de dire que au final, les marchés sont une conséquence de la monnaie, elle-même créée par l'État. C'est-à-dire qu'il considère que marché et État sont en fait les deux faces de la même médaille, et que les États, ils ont créé la monnaie, non pas pour créer des marchés, mais pour des raisons fiscales. Et ces raisons fiscales, c'était d'aider enfin de faire en sorte de trouver donc prélever des impôts pour financer l'armée en fait. Hein. Alors je vous renvoie à la lecture de David Graeber de Dette 5000 ans d'histoire, mais plus précisément l'idée qu'il dit c'est imaginez que vous ayez une armée. Ça, c'est les empires, ils ont une armée, donc ils ont besoin de conquérir ou de se défendre, et donc leur armée elle est en campagne. Traditionnellement, comment fait-on pour nourrir son armée? Eh bien, son armée va piller les fermes pour se nourrir toute seule. Mais le problème, c'est qu'évidemment, d'abord, c'est pas très juste pour les fermiers. C'est pas très efficace parfois parce que les fermiers peuvent fuir, cacher leurs marchands de victuailles, etc. Et donc, il vaut beaucoup mieux faire en sorte que les fermiers nous donnent volontairement de la nourriture aux soldats. Et pour cela, comment va-t-on faire? Plutôt que de prélever avec leur agrément de la nourriture, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur demander de payer un impôt. Et en payant un impôt, eh bien, on va financer ainsi l'armée qui va verser son argent aux fermiers qui puissent récupérer cet argent et payer l'impôt. Alors en gros, le principe est le suivant. L'État verse une solde, donc de l'argent à son armée, donc à ses soldats. Ces soldats vont, avec cet argent, acheter aux agriculteurs des victuailles pour s'alimenter, et les agriculteurs vont payer en argent l'État sous forme de fiscalité. Et ça, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui est au cœur, nous dit Graeber, de la monnaie, c'est les besoins de ravitaillement de l'armée, mais plutôt que d'organiser ça de manière barbare, en volant et en pillant les fermes, on va l'organiser de manière civilisée, en demandant aux fermiers de payer un impôt, dans une monnaie qu'on a soi-même émise, cette monnaie qui ne pourront récupérer que auprès des soldats. Parce qu'en fait, toutes les dépenses publiques de l'État, c'est des soldats. C'est-à-dire que l'État donne de l'argent à ses soldats, et donc les marchands, s'ils veulent payer leur impôt, ils ont besoin de récupérer cet argent, et ils ne peuvent le récupérer qu'à un seul endroit, c'est auprès de l'armée. Et donc ils vont tous être volontaires dans ce cadre-là, pour aller nourrir et ravitailler l'armée. Donc ce qu'il dit Graeber, c'est ce système-là qui a été un système extrêmement efficace qui explique les grands empires antiques de l'Antiquité, parce que c'est 600 ans avant Jésus-Christ qu'on invente la monnaie qui circule en quelque sorte, et c'est donc à ce moment-là qu'on va voir l'Empire grec, l'Empire romain, notamment l'Empire romain, c'est un empire entièrement monétarisé qui fonctionne complètement avec cette monnaie, et dans lequel la monnaie est un instrument de l'État pour nourrir l'armée et pour partir à la conquête des territoires, etc. Et créer en fait un empire. Donc la monnaie crée le marché. Et le marché, et le paradoxe, c'est que le marché, il n'est pas une institution qui émerge spontanément, mais une institution qui est
finalement la création de l'État via sa fiscalité. Et ça aussi, ça perturbe un peu notre pensée contemporaine parce qu'on a tendance aujourd'hui à opposer État et marché en disant bah, plus il y a d'État, moins il y a de marché en quelque sorte. Et finalement, quand on regarde, en tout cas d'après Graeber, quand on regarde l'histoire de comment les marchés sont apparus et qu'on s'intéresse à l'origine de la monnaie, on s'aperçoit que la monnaie est au départ un instrument de l'État pour financer ses soldats et que les marchés ils sont la conséquence de cette émission de monnaie, puisqu'un marché de troc, entre guillemets, c'est pas un marché qui permet de dégager des prix. Pour la raison que j'ai dit tout à l'heure, parce que tous les produits sont, aucun coproduit n'est comparable, même si les marchandises sont comparables entre elles, le fait en quoi elles vont être payées va devenir incomparable. Alors, une fois qu'on a dit ça, donc on voit bien que le marché permet de faire émerger des prix, c'est sa fonction importante, mais la question est quel va être le prix qui va finir par émerger? Est-ce que c'est un prix qui sera plutôt favorable aux acheteurs ou plutôt favorable aux vendeurs? Alors là, c'est là qu'on a une forme de guerre, un jeu de concurrence entre offreurs et entre vendeurs, c'est-à-dire que les vendeurs, enfin entre offreurs et acheteurs, pardon, les vendeurs, ils vont chercher tous des clients et ils vont se faire concurrence, mais on peut aussi trouver la concurrence au niveau des acheteurs, hein, qui vont chercher des vendeurs et qui vont eux aussi se faire concurrence. Et comment tout cela va être résolu? C'est là que on ne peut pas dire d'un point de vue économique, ou en tout cas dire que le prix sera toujours le prix qui satisfait les deux parties également. C'est un postulat, j'ai envie de dire idéologique, qui sans doute est faux, puisque en fait ce qui va se passer, c'est que sur un marché, soit comment dire, les acheteurs en général seront en situation de force, et dans ce cas-là, ils feront baisser le prix au maximum, soit ce sont les vendeurs qui sont en situation de force, et dans ce cas-là, ils vont faire augmenter le prix au maximum. Alors pour essayer de comprendre ce mécanisme, eh bien, essayons de regarder ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Pourquoi, par exemple, les footballeurs sont si bien payés? Pourquoi est-ce que Ronaldo, comment il s'appelle, Mbappé, pourquoi ils arrivent à avoir des salaires aussi élevés? Parce qu'ils sont en position de force, parce que eux ils sont uniques, ils ont un talent extraordinaire, et en face ils ont plein de clubs qui sont prêts à les recruter. Et donc ça va les mettre en situation de force, ils vont faire monter les enchères entre clubs, et c'est celui qui paiera le plus qui finira par être pris. Et donc ça va faire augmenter comme ça les salaires de manière sans limite quasiment hein, des grandes stars du foot. À l'inverse, si vous voulez recruter des ouvriers peu qualifiés en période de chômage, dès que vous allez avoir une offre d'emploi, vous allez vous retrouver avec des dizaines, voire des centaines de candidatures. Et bien là, si on laissait le marché se faire, eh bien, ça serait les employeurs qui seraient en position de force et ils pourraient imposer des salaires de plus en plus faibles. En Allemagne, à une époque, il n'y avait pas de salaire minimum et il y avait eu une bourse inversée où il y avait des enchères inversées pour les salariés qui voulaient trouver un boulot. Donc l'employeur, voilà, il disait qui est prêt à travailler chez moi pour le prix le moins cher. Alors certains disaient 10 euros, d'autres disaient de l'heure, d'autres disaient 9 euros de l'heure, d'autres 5 euros de l'heure. Et on se retrouvait parfois avec des salaires extrêmement faibles, puisque chaque personne qui voulait travailler était prêt à baisser encore sa rémunération salariale. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que le jeu de la concurrence le jeu de la concurrence fait que parfois les salaires ils peuvent aller tous vers le bas ou tous vers le haut. Et ça, c'est le cas de toutes les marchandises. Hein. Et très souvent, ce qu'on constate, c'est que la partie du marché qui est en position de force va va faire pression sur l'autre partie et va finir par gagner l'ensemble du rapport de force et va finalement laisser à l'autre partie que des gains extrêmement minimums. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que parfois, il va y avoir un changement de rapport de force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les vendeurs qui sont en position de force, donc du coup, ils peuvent faire augmenter les prix au maximum. Et puis demain, peut-être ce sera les acheteurs, il y aura peut-être pénurie, donc il y aura, oui,
Non, c'est l'inverse, il y aura abondance d'offres et donc les acheteurs vont pouvoir être en position de force et là au contraire on va faire baisser les prix. Et en fait les retournements de rapports de force sur le marché vont faire fluctuer les prix de manière extrêmement forte. C'est ce qu'on appelle la volatilité. Hein, la volatilité c'est le fait de très grandes variations des prix. On constate ça en bourse où d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre, c'est pas les mêmes qui sont en position de force. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est jamais le prix intermédiaire qui est finalement le prix le plus courant dans un marché, c'est plutôt les prix extrêmes, puisque on peut considérer le marché un peu comme un jeu de tir à la corde, hein. Chacun tire d'un côté, mais à la fin, ceux qui gagnent, c'est ceux qui sont les plus forts, hein, du côté de la corde, et ils vont faire en sorte de ramener le prix autour du prix de réserve des autres, et inversement, s'ils perdent, eh bien, ça sera eux qui devront payer leur prix de réserve. Et donc, on a beaucoup plus de chances que le prix soit proche de 10 ou proche de 20, dans l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, plutôt que le prix soit entre les deux, au milieu, à 15. En fait, c'est le cas le plus improbable, parce que c'est le cas où il n'y aurait aucun qui aurait des rapports de force, alors qu'en général, on a souvent l'un ou l'autre qui gagne. Et ça, encore une fois, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Adam Smith l'explique très bien quand il parle des salaires du travail. Alors c'est le livre 1 que vous avez lu dans le TD2, si vous l'avez fait le TD2, où il dit c'est par la convention qui se fait habituellement entre ces deux personnes, dont l'intérêt est nullement le même, que se détermine le taux commun des salaires. Les ouvriers désirent gagner le plus possible, les maîtres donner le moins qu'ils le peuvent. Les premiers sont disposés à se concerter pour élever les salaires, les seconds pour les abaisser. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit chacun avec son prix de réserve, hein, ils veulent, les ouvriers, gagner le plus possible, hein, ils ne veulent pas payer en dessous de quelque chose, mais ils veulent essayer de se vendre, on va dire, vendre leur force de travail à un niveau le plus élevé. Les maîtres, eux, ils veulent au contraire payer le moins possible. Et donc chacun se retrouve un peu en concurrence, enfin en conflit avec l'autre. Et chacun va chercher à se concerter avec les autres pour limiter la concurrence entre eux, pour avoir un rapport de force favorable. Smith continue. Il n'est pas difficile de prévoir lequel des deux partis, dans toutes les circonstances ordinaires, doit avoir l'avantage dans le débat et imposer forcément à l'autre toutes ses conditions. Notez ce qui est dit. Imposer à l'autre toutes ses conditions, et donc, notamment, son prix. Donc ça veut dire que le prix, il ne s'établit pas entre les intérêts des uns des autres. Il s'établit soit dans les intérêts des uns, soit dans les intérêts des autres. Ça veut dire que le prix sera soit de 10, dans l'exemple qu'on a vu, soit de 20. Donc voilà, donc lesquels des deux vont gagner? Alors là, on continue, hein. Les maîtres étant en moins grand nombre peuvent se concerter plus aisément, et de plus la loi les autorise à se concerter entre eux, ou du moins ne leur interdit pas, tandis qu'elle interdit aux ouvriers. On a des lois qui interdisent les syndicats, donc les concertations, le rassemblement d'ouvriers. Nous n'avons point d'acte du Parlement contre les ligues qui tendent à faire baisser les prix du travail, mais nous avons beaucoup contre celles qui tendent à les faire hausser. Dans toutes les luttes, les maîtres sont en état de tenir ferme plus longtemps. Un propriétaire, un fermier, un maître fabricant ou marchand pourrait en général, sans occuper un seul ouvrier, vivre 1 an ou 2 sur ses fonds. Donc s'il y a une grève, il peut laisser les ouvriers mourir de faim. Lui, il aura toujours un peu d'avance. Beaucoup d'ouvriers ne pourraient pas subsister sans travail 1 semaine, très peu 1 mois, à peine un seul 1 année entière. À la longue, c'est ça qui est intéressant, à la longue, il se peut que le maître ait autant besoin de l'ouvrier que celui-ci a besoin du maître. Mais le besoin du premier n'est pas si pressant. Ce que Smith nous dit ici, c'est que le rapport de force sur le marché, ici le marché du travail, mais on peut l'étendre à toutes sortes de marchés en fait. Le rapport de force, il est déterminé aussi par la situation financière des uns des autres. Les plus riches, ils sont en situation de repousser la transaction jusqu'à ce que l'autre craque, et donc ils ont la capacité d'imposer aux autres les conditions et leurs prix. Alors quand on voit Smith expliquer comme ça le fonctionnement du marché du travail, on se rend compte que Smith n'est pas un adorateur du marché. Il n'est pas en train de dire le marché c'est le système le plus efficace qui contente tout le monde. Non, le marché c'est un champ de bataille. Et dans ce marché, certains vont gagner, d'autres vont perdre. Alors, j'ai dit tout à l'heure, tout le monde gagne, parce que c'est vrai. S'il n'y a pas un minimum de gains pour l'un, il va refuser la transaction. Mais on voit bien que les gains, ils ne seront pas répartis de manière équitable. Et ça, c'est clair chez Smith, et c'est quelque chose là aussi qu'on a un peu oublié dans la pensée de Smith, et notamment quand on dit que Smith est un adorateur du marché, en fait, c'est assez faux. Alors, la deuxième fonction du marché, que j'ai mis en premier tout à l'heure, vous voyez, je me suis un peu perdu là dans mon cours, mais c'est intéressant, c'est justement de réallouer les ressources, c'est-à-dire de changer la propriété, d'organiser l'échange. Donc le marché, il permet l'échange et il détermine des prix. Voilà, c'est les deux fonctions du marché. Donc, ici, on va s'intéresser à la deuxième fonction du marché qui est
d'organiser les échanges, de réallouer les ressources. Bon, les ressources, c'est les actifs dont on parlait tout à l'heure, donc les biens. Les biens, ils sont possédés par Pierre, maintenant ils sont possédés par Paul. Ils sont réalloués par l'échange, et c'est à ça que sert le marché. Alors, une fois qu'on est d'accord sur les prix, une fois qu'il y a en général un des deux parties qui a gagné et l'autre qui a perdu, en passant d'ailleurs, les gagnants, quand on parle de l'agriculture par exemple, très souvent, on a bien un rapport de force extrêmement inégal entre les grandes centrales d'achat et les petits agriculteurs. Souvenez-vous du TD0, le prix du lait. Finalement, ce qui se passe, c'est que les producteurs de lait, ils sont très nombreux, ils sont en concurrence, et puis les acheteurs de lait, les transformateurs ou les distributeurs, eux, ils sont beaucoup moins nombreux, et eux, ils arrivent à faire baisser les prix du lait beaucoup plus facilement. Donc là aussi, quand on regarde les marchés vrais, pas les marchés théoriques qu'on nous explique dans les manuels, mais les marchés dans la réalité, c'est des zones c'est des champs de bataille, c'est des rapports de force, et parfois, bien sûr, des rapports de force inégaux. Alors si vous avez envie, vous pourrez vous amuser à regarder le manuel de Mankiw, Taylor, le manuel qui fait partie de la bibliographie de ce cours. Vous verrez que il va nous montrer, nous expliquer que le marché en concurrence parfaite, c'est le marché agricole, et en particulier il va prendre un exemple qui est le marché laitier. Et quand on sait comment fonctionne le marché du lait, eh bien, ça fait bien rigoler de voir ces économistes enseigner aux étudiants de première année que le marché du lait, c'est le marché en concurrence parfaite qui satisfait tout le monde avec un prix qui est le point d'équilibre entre les besoins des uns et les besoins des autres. Non, non, ça ce sont des fadaises, c'est faux. Le marché, c'est pas une question de malheureusement ou heureusement, mais concrètement, la manière dont fonctionne le marché est beaucoup mieux racontée par Adam Smith que par Gregory Mankiw. Et concrètement, considérer que le marché n'est pas le produit d'un rapport, le résultat du marché, les prix ne sont pas le produit d'un rapport de force, je pense que c'est un peu évacuer très vite un certain nombre de réalités que tout le monde peut vivre en vrai, quoi. Je vais peut-être pas trop m'attarder là-dessus parce que vous avez sans doute certains d'entre vous des TD juste après et vous avez besoin de faire une pause et puis moi aussi j'ai un cours juste après. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que le marché permet aussi de réallouer les marchandises et donc, mais nous verrons ça plus tard, de constituer ce qu'on appelle un panier de biens. C'est-à-dire que vous aviez des biens, des marchandises, vous avez fait l'échange, donc il y a des marchandises que vous avez vendues, des marchandises que vous avez achetées, et à la fin vous vous retrouvez avec un autre panier de biens. Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que avec le marché, eh bien, vous avez un nouveau panier de biens dont, a priori, vous êtes plus satisfait que le panier de biens auparavant. Alors, on va faire une petite pause, pour chacun, pour moi aussi. Il est 55 et on reprendra la semaine prochaine à partir de ce paragraphe-là. Voilà, merci à vous et donc à la semaine prochaine.